j'avais trois mots pour décrire Raphaël Granier de Cassagnac, ça serait chercheur, rêveur, passeur. Raphaël est un chercheur en physique fondamentale, en physique des particules, sur les quarks et les gluons. Aujourd'hui, il a travaillé un temps sur les relations entre la matière et l'antimatière. Pourquoi y a-t-il plus de matière que d'antimatière dans l'univers? Et maintenant, il s'intéresse aux premiers états de l'univers, aux premiers moments de l'univers où il n'était qu'un plasma de quarks et de gluons à des températures extrêmes. Et c'est ce qu'il essaye de reproduire au CERN, au sein de l'expérience CMS. Il va nous en dire 2-3 mots, j'espère. Raphaël n'est pas seulement un chercheur. Ce n'est pas seulement un chercheur en physique des particules, c'est aussi un auteur de science-fiction qui a écrit 2 livres, notamment deux romans primés qui sont Eternity Incorporated et Thinking Eternity. Donc c'est un romancier de SF et c'est une des raisons pour lesquelles il est avec nous ce soir. Et puis c'est aussi Raphaël, un passeur qui s'intéresse aux jeux vidéo et à la capacité du jeu vidéo de transmettre du savoir scientifique. Ce pourquoi nous sommes heureux de recevoir Raphaël, c'est pour qu'il nous parle de ces 3 choses en même temps. En quoi tes recherches en tant que chercheur de physique des particules peuvent influencer ce monde de la recherche sur l'univers. Le lien, c'est le Big Bang, hein, justement. C'est-à-dire cette idée que quand on remonte le temps à partir d'aujourd'hui, on voit en observant le cosmos, on comprend que tout l'univers était concentré en un seul point, qui était infiniment chaud, infiniment dense. Et donc, nécessairement, ça veut dire que les étoiles, les planètes, les galaxies, nous, rien de ce qu'on connaît aujourd'hui n'existait, à part des particules élémentaires. Donc, dans le scénario du Big Bang, quand on remonte le temps, on arrive sur une succession d'états de la matière qui sont constitués uniquement de particules élémentaires, pas associées. Il n'y a plus de molécules, à un moment, il n'y a plus d'atomes, à un moment, il n'y a même plus de noyaux. Donc, c'est ça le lien intime qu'il y a entre la physique de l'infiniment grand, le cosmos, qui était concentré en un seul point, en tout cas dans une toute petite zone, il y a 13,7 milliards d'années, et la physique des particules. Donc, en étudiant la physique des particules aujourd'hui, comment les particules interagissent les unes avec les autres, quelles sont la fréquence d'interaction, les possibilités d'interaction, ça a des conséquences dans le modèle qui nous amène depuis le Big Bang jusqu'à l'univers observable aujourd'hui. Donc, il y a un lien intime entre les deux depuis qu'on croit au Big Bang. Ça, c'est le cœur du lien, il est là. Tu parlais d'étoiles, je vais en parler aussi un peu parce qu'il y a aussi un lien avec les étoiles. Et donc, nous, ce qu'on fait au CERN, on fait beaucoup de choses au CERN, mais les collisions sur lesquelles moi je m'intéresse le plus sont les collisions entre des noyaux. Donc, on prend des noyaux, c'est pas des atomes, il n'y a plus d'électrons, ce sont juste des noyaux les plus lourds possibles. Donc, on prend du plomb, parce que c'est ceux qui sont à disposition et qui sont faciles à accélérer et à maîtriser et à produire. Et on les envoie les uns sur les autres, comme ça. Et donc, quand on fait ça, l'idée, c'est de donc faire une collision très énergétique. Les noyaux se rentrent dedans avec énormément d'énergie. Et comme il y a un petit volume, ce n'est pas des particules élémentaires, les noyaux. Il y a quand même pas mal de neutrons et de protons. Dans ce petit volume, on recrée les conditions dans lesquelles était l'univers. Alors, pour ces collisions-là, c'est en gros pendant ces premières microsecondes d'existence. Et donc, c'est ça le lien fondamental. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est en envoyant des gros noyaux les uns sur les autres, on recrée une toute petite bulle d'univers primordial qui dure très peu de temps. C'est très fugace. Ça dure le temps que met la vitesse de la lumière à traverser un noyau. C'est 10-23 secondes ou quelque chose comme ça. Donc, c'est très, très fugace. Mais néanmoins, on voit sortir de ces collisions des particules qui ont des propriétés particulières et qui nous permettent de réfléchir à quelle est la densité d'énergie, la température à laquelle ce changement entre la matière faite de protons et de neutrons et la matière faite de quarks et de gluons. Ce qui se passe, c'est que les protons et les neutrons fondent, un peu comme la glace fond, hein, comme l'eau disparaît. Enfin, la glace disparaît et donne de l'eau. C'est un peu la même idée, très schématiquement. C'est une transition de phase. Et donc, les protons et les neutrons fondent. Il n'y en a plus. Il n'y a plus que leurs constituants qui sont des quarks et des gluons, ce qu'on appelle le plasma de quarks et de gluons. Donc, ça, c'est le lien le plus simple qu'il y a entre les deux.
quelles sont les découvertes récentes de la physique des particules qui ont influencé le plus les sciences de l'univers? Tout est lié. Hein. Le modèle standard de la physique des particules, qui est un modèle qui décrit tout ce qu'on voit des interactions entre particules élémentaires, qui est relativement fermé depuis la découverte du boson de Higgs en 2012. Hein. C'était un peu la clé de voûte qui manquait, qui a été découverte. Ce modèle, il rentre dans plusieurs des aspects de ce modèle-là rentrent en compte dans les modèles de Big Bang. Et donc, on peut penser, si on remonte aux années du LEP, donc avant les années 2000, au CERN, par exemple, le fait de voir dans un accélérateur de particules qu'il n'y a que 3 types de neutrinos légers. Donc, ces neutrinos, c'est des toutes petites particules qu'on ne voit pas, en fait, mais on peut voir qu'elles manquent. Et donc, on arrivait à ce moment-là à compter qu'il y en avait 3. Et bien ça, c'est une influence directe sur les modèles de Big Bang. Donc, ça, c'est un exemple. Bon, confirmer que le boson de Higgs existait, c'est un autre exemple aussi important. Et il y en a plein comme ça. Et ce qu'on fait, nous, là, les collisions d'ions lourds de noyaux lourds qui permettent d'étudier le plasma de quark et de l'ion, nous donnent des informations sur ce qu'on appelle l'équation d'état de cette matière-là, c'est-à-dire comment la température est reliée à la pression, des choses comme ça. Et ça aussi, ça peut rentrer dans des modèles d'univers. Donc, il y a pas mal. C'est un bel échafaudage avec plein de petites découvertes qui résonnent dans le modèle du Big Bang. Et bon, je ne sais pas, pour te citer peut-être 2 résultats très récents, là, on vient dans le CMS, on vient d'observer pour la première fois, ça a été annoncé la semaine dernière, enfin, oui, ça a été montré dans une conférence virtuelle la semaine dernière, l'observation des quark top, qui sont les particules les plus lourdes du modèle, ce fameux modèle standard dont je parlais tout à l'heure, dans les collisions d'ions lourds. Donc, on n'en voit pas beaucoup encore, mais c'est la première fois qu'on les voit, et ça, c'est encore un nouvel outil, ce qu'on appelle une sonde, qui va nous permettre d'étudier le plasma de quark et de l'ion, donc des nouvelles propriétés du plasma de quark et de l'ion, et peut-être de continuer à affiner notre compréhension de cette matière qui est en très forte interaction et dans laquelle était l'univers dans son intégralité pendant ces premières microsecondes. Ça, c'est un résultat qui est… Et un autre qui vient de sortir aussi, qui a été publié dans Nature Physics récemment, qui là est assez fascinant aussi sur le lien que tu peux tisser entre, alors cette fois-ci plus l'astrophysique que la cosmologie. La cosmologie, c'est la science de l'univers dans son intégralité. Donc ça, c'est vraiment le Big Bang, tout était ensemble, ça explose. On regarde aujourd'hui ce qui se passe et on réfléchit à ce qu'il y avait à l'origine. L'astrophysique, c'est plus la science des astres eux-mêmes, la physique qui est à l'intérieur des astres. Et donc là, donc ça, c'est un peu un vieux serpent de mer. On se dit que au cœur de certaines étoiles à neutrons très, très denses, eh ben, en fait, il n'y a peut-être pas des neutrons. Il y a peut-être justement, si c'est suffisamment dense et chaud, il y a peut-être justement ce plasma de quark et de gluon qui est créé également donc ça ferait 3 endroits. Hein. On le recrée en laboratoire à RIC aux États-Unis et au LHC au CERN. Ça peut être au cœur des étoiles à neutrons, pas facile d'aller voir. Et puis, c'était l'état de l'univers au moment du Big Bang, ce plasma de quark et de gluon. Et donc, on a toujours, ça fait longtemps qu'on a ce doute de est-ce qu'il n'y aurait pas des étoiles dans l'univers à neutrons, donc en fait des étoiles à quark qui soient suffisamment denses pour avoir en leur cœur un noyau de quark et de gluon. Et là, donc, il y a des théoriciens qui ont fait des nouvelles simulations justement avec ces équations d'état dont je parlais tout à l'heure et qui semblent montrer que c'est très très probable que les étoiles les plus denses, les plus lourdes, aient effectivement des quarks et des gluons dans leur cœur. Et ce type de recherche va beaucoup avancer dans les années qui viennent, en particulier parce que récemment, on a découvert par exemple les ondes gravitationnelles. Donc, c'est un peu la dernière découverte un peu en astro qui est très importante. Donc, les deux astres qui tournent l'un autour de l'autre et qui finissent par s'effondrer l'un sur l'autre, émettent une très forte onde gravitationnelle. Et on a vu on appelle ça un mergeur, donc le mélange de 2 étoiles à neutrons, justement très fortes. On en a vu plusieurs, donc qui tournent autour et qui font un mergeur. Et donc l'onde gravitationnelle qui nous est envoyée nous donne pas mal d'informations sur les étoiles qui se sont coalescées. Je ne sais pas si ça se dit en français. Et donc voilà, donc c'est cet éclairage-là des ondes gravitationnelles, plus, donc assez récent, plus les équations d'état que nous on regarde dans les accélérateurs de particules, ça permet à des théoriciens de fabriquer des modèles d'étoiles avec plein d'autres composantes, hein, il y a beaucoup d'ingrédients qu'il faut faire, qui leur permettent de dire ah bah oui, sans doute, il doit y avoir dans le cœur de certaines étoiles un plasma de quark et de gluon. Donc le lien astro-cosmo, physique des particules, il est quasi permanent en fait. Et à l'inverse, en quoi l'astrophysique ou les sciences de l'univers influent sur la physique des particules?
Il y a eu plusieurs phases dans l'histoire de ces deux sciences, mais aujourd'hui, quand on observe l'univers, il y a au moins deux, voire trois, les trois très grands mystères qu'on n'explique pas. Le premier, c'est, enfin, il n'y a pas d'ordre, hein, mais disons la matière noire. Donc la matière noire, c'est le fait, un des premiers indices de matière noire, c'est le fait que quand on regarde une galaxie tourner sur elle-même, elle tourne beaucoup plus vite que ce que la matière visible le permet. Donc il y a beaucoup de masse dans ces galaxies qu'on ne voit pas du tout en fait. Et donc il y a eu beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. Et une des pistes les plus privilégiées, c'est que ce sont des particules en fait, c'est cette matière noire. Donc énormément de particules relativement légères, ce sont des particules, hein, mais il y en a énormément qui baignent l'ensemble de l'univers et, et qui peuvent expliquer la matière noire. Ces particules, elles n'existent pas dans le modèle standard. Ce n'est pas les neutrinos, qui auraient été des petits candidats aussi pour ça, mais ils ne sont pas suffisamment nombreux ou suffisamment lourds. Il y a autre chose. Donc le cosmos, la cosmologie, semble nous indiquer qu'il y a d'autres particules qu'on ne connaît pas. Alors que notre modèle standard est assez robuste, compact, qui permet de tout prévoir, il doit y avoir autre chose qu'on n'a pas encore découverte. Donc ça donne à la fois un guide et de l'espoir pour découvrir dans nos collisionneurs des nouvelles particules. Et donc ça, c'est un problème. Deuxième problème, c'est l'énergie noire. Ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y a même plus que des particules, il y a même une espèce de force, hein, enfin une interaction, une énergie vraiment dans l'univers qu'on ne comprend pas du tout. Alors ça, c'est peut-être un petit peu moins lié directement avec la physique des particules, mais un peu quand même. Et la troisième, c'est la symétrie entre la matière et l'antimatière. On voit partout dans l'univers, ne serait-ce que parce que nous, on est là, qu'il y a essentiellement de la matière, enfin ce qu'on a décidé d'appeler la matière parce qu'on en est constitué. Mais dans nos équations de physique des particules, il y a aussi de l'antimatière et c'est relativement symétrique. C'est-à-dire que les deux devraient coexister, devraient exister et puis s'annihiler dans des grandes proportions. Ça a eu lieu à un moment dans l'univers, cette grande annihilation de la matière et de l'antimatière. Il y avait un tout petit excès qui est ce dont on est fait. Mais ce tout petit excès, il n'est pas explicable par les lois de la physique des particules. Donc on pense qu'il y a une source d'asymétrie matière-antimatière dans la physique des particules qu'on n'a pas encore vue. Là où on l'a vu, c'est dans le cosmos, c'est-à-dire que partout où on est allé, il n'y a que de la matière. Donc il y a pas mal de pistes pour essayer de comprendre où est passée cette antimatière, ou alors trouver des nouvelles formes d'asymétrie entre les deux. Alors, comment toutes ces informations, comment tout ce savoir, ces découvertes nourrissent un auteur et de SF comme toi? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui nourrit un auteur de SF qui est chercheur en même temps? C'est une question qu'on me pose souvent, ça. Alors, c'est sûr que la science, dans SF, il y a S, et S, c'est science. C'est sûr que la science a énormément influencé les auteurs de SF, qui souvent sont relativement bien documentés sur les progrès scientifiques. Ils lisent pas mal d'ouvrages de vulgarisation. Certains lisent même des ouvrages beaucoup plus pointus. Donc ça, c'est sûr, c'est une certitude. La science nourrit la SF, donne des scénarios explorables pour un romancier. Dans mon cas, dans mes bouquins, je ne parle pas du tout de physique des particules et pour cause. C'est-à-dire que je pense, et j'ai déjà discuté avec d'autres auteurs scientifiques qui pensent la même chose, que c'est très difficile quand on connaît les détails d'une science, donc les limitations de la science, les frontières, de les dépasser de façon intéressante, de façon intéressante pour la narration, en fait. Moi, je ne me vois pas fabriquer des moteurs avec des bosons de Higgs, des trucs comme ça, parce que j'y crois pas trop du point de vue scientifique. Donc ça, c'est un peu la limite. Et en revanche, moi, mes bouquins, il y a beaucoup de science. C'est pas ce qu'on appelle la hard science complètement, c'est plutôt de l'anticipation assez proche. Donc plutôt presque plus de la technologie que de la science, mais il y a quand même un peu de science. Et donc moi, j'utilise beaucoup dans mes romans plus de recherche en intelligence artificielle, en informatique, en biologie un peu, avec des histoires de clonage, de cybernétique et de choses comme ça. Donc je puise dans la science, mais pas du tout dans la mienne. Et c'est même banni presque. J'ai un chapitre où je fais une petite allusion mais c'est un clin d'œil en fait. Je serais bien normal, contrairement à des grands romanciers de hard science, de faire des histoires cosmologiques énormes parce que j'ai trop de limitations. Et la première limitation, c'est la vitesse de la lumière. J'ai eu beaucoup de mal dans ma tête à me dire qu'on peut un jour aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et pour faire du space opéra, c'est une grosse limitation. Donc je laisse ça à d'autres auteurs qui le font très bien, mais la science m'inspire. Et plus encore même que les sujets scientifiques, une chose qui, je pense, transparaît beaucoup dans mes bouquins, c'est la sociologie de la science. C'est-à-dire comment on fait de la science, comment on atteint le consensus scientifique,
Qu'est-ce qu'être un scientifique, quelle est la démarche du scientifique, ça, je pense que, presque malgré moi, ça transparaît beaucoup dans mes deux bouquins. Avec ces temps de coronavirus, les gens commencent à comprendre comment la science se fait. Ils l'ont vu se faire sous leurs yeux. J'espère. J'espère que ça, oui, ce confinement-là où clairement d'un seul coup on se met à mettre les scientifiques un peu en avant, enfin, d'une façon ou d'une autre, on a beaucoup médiatisé certains scientifiques et même sous forme un peu conflictuelle. Ça devrait, je pense, avoir une influence, laquelle je ne sais pas encore, parce qu'il y a un peu une surmédiatisation de la science qui est un peu dangereuse pour sa rigueur, en fait. Et je pense qu'il est important dans ce genre de situation-là, où le problème, il est scientifique, il est médical, donc c'est les médecins, les biologistes qui ont des choses à dire là-dessus. Soit que leur avis soit pris en compte de façon éclairée et avisée. Donc, il ne faut pas donner les rênes d'un pays à un scientifique quand il se passe une crise comme ça, parce que le scientifique, il connaît que la science, là, tous les aspects politiques, sociaux et tout ça, c'est pas son domaine. Mais le conseil scientifique, donc prendre des conseils des scientifiques et puis respecter ces avis-là, c'est quelque chose de crucial dans ce genre de période. Pour en revenir aux relations auteur de SF et recherche, juste, je me demande si on ne peut pas dire que pour être un bon auteur en SF, il faut être un peu ignorant. J'en suis persuadé, c'est-à-dire il faut dépasser des bornes, quoi. Si on ne dépasse pas une borne existante, on n'écrit pas grand-chose d'exploratoire en SF. On peut écrire des choses très intéressantes psychologiquement ou des choses comme ça, mais on est moins dans l'exploration, le questionnement, l'anticipation. Donc il faut dépasser une borne. Alors oui, moi c'est sur l'intelligence artificielle. Moi, dans mes bouquins, je fais une hypothèse sur l'intelligence artificielle dans laquelle honnêtement je ne crois pas. Mais je ne suis pas sûr parce que je ne suis pas spécialiste. Je n'ai pas d'opinion forte là-dessus. Mais c'est ça qui me permet d'inventer tout un monde futur. Alors, ça ne se passe pas dans très longtemps. La technologie est relativement proche de nous. Mais c'est mon ignorance dans l'intelligence artificielle qui fait que oui, je me construis un monde autour de ça. Je suis assez d'accord avec toi. Tu ne crois pas, mais tu l'utilises à travers les jeux vidéo. Décris-nous ce que tu fais, tes actions actuelles autour du jeu vidéo. Ce sont lesquelles ? Je ne crois pas trop dans la singularité proche, c'est-à-dire le moment où une intelligence artificielle deviendrait supérieure. Il faut faire attention à ce que veut dire supérieure à un être humain. Pour des tâches précises, les intelligences artificielles sont très supérieures à l'être humain depuis très longtemps. La calculatrice est supérieure à l'être humain déjà pour des tâches précises. Donc, c'est vraiment l'intelligence artificielle en tant que capable de vraiment atteindre toute la complexité de ce que c'est faire un humain et puis de le surpasser. Et c'est ça qui est intéressant. C'est si elle le surpasse, qu'est-ce qu'elle va faire de nous, quoi. C'est ça un des gros thèmes centraux de la science-fiction. Mais pour revenir à ta question sur les jeux vidéo, donc j'ai le plaisir de porter une chaire d'enseignement et de recherche sur la science et le jeu vidéo, donc toutes les sciences, y compris les sciences humaines, les sciences dures, l'économie, la biologie, la chimie, la physique, évidemment beaucoup d'informatique. Et le jeu vidéo, pareil, au sens assez large. Donc c'est une chaire de mécénat, c'est la société Ubisoft, qui est bien connue en France, qui nous, sous forme de mécénat, qui nous donne cette chance-là. Ubisoft, c'est un grand producteur de jeux vidéo, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ubisoft, c'est, je crois, parmi les 3 plus grands dans le monde, producteurs, éditeurs, fabricants de jeux vidéo indépendants. C'est-à-dire qu'ils ne fassent pas aussi des films, des Warner ou des choses comme ça. C'est vraiment, donc là, dans le premier métier, c'est vraiment le jeu vidéo. Puis après, à partir de ce premier métier, il y a des choses qui en ont dérivé, mais c'était vraiment le premier métier. Donc, c'est une société qui est née dans les années 80, je crois, et qui est française et qui est assez conséquente, qui fait des jeux comme Assassin's Creed, Just Dance et plein d'autres. Et donc voilà. Et donc ils nous ont donné pour mission en fait de réfléchir au lien entre la science et le jeu vidéo, et essentiellement de 3 façons. Alors la chaire, elle est accueillie à l'école polytechnique où se trouve mon laboratoire.
Donc, une des idées, c'est d'enseigner aux polytechniciens et puis au-delà les métiers du jeu vidéo, c'est-à-dire d'attirer des profils comme ça vers le jeu vidéo. Parce que l'industrie du jeu vidéo est une industrie très pluridisciplinaire. Il y a des artistes, il y a la technique très poussée, justement, ce que tu disais sur l'intelligence artificielle, l'informatique graphique, enfin, les réseaux pour certains jeux, il y a des aspects techniques très poussés, des aspects commerciaux très importants. C'est l'industrie du divertissement qui est la plus grosse aujourd'hui, hein, plus que le cinéma, plus que le livre. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui se mélangent dans une industrie de jeux vidéo. Donc, je dis artistique, technique, commerciaux, enfin plein. Et c'est une industrie donc, qui marche bien. Donc, pourquoi pas essayer d'intéresser des étudiants des écoles d'ingénieurs françaises ou d'ailleurs vers ces profils-là. Donc, c'est un peu une de nos missions. Donc, on enseigne le jeu vidéo à des polytechniciens depuis un an. Là. On les accompagne aussi dans des projets liés au jeu vidéo. Et donc ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est de mettre en contact des chercheurs avec des experts de l'industrie vidéoludique. Il y a plein de ponts possibles. On a fait un petit colloque, là, on a rapidement brossé 6 sujets différents, où à chaque fois, on faisait se répondre un chercheur avec un expert. Et il y a plein de choses. Alors, un des points d'entrée, c'est que le jeu vidéo est friand de simulation. Dans les mondes de plus en plus grands, de plus en plus ouverts, donc dans les super productions du jeu vidéo où on peut passer des heures et des heures dans un monde, immergé dans un monde. Et ben, si la météo est réaliste, si la faune est réaliste, si le système économique est réaliste, c'est mieux. Et donc simuler ça en temps réel en plus, parce que les scientifiques ont souvent l'habitude de faire des simulations avec beaucoup d'ordinateurs et en ayant beaucoup de temps, mais dans le jeu vidéo, il faut souvent que ça tourne à 60 images par seconde pour le joueur. Donc cet enjeu-là, là, de mettre beaucoup de simulations dans le jeu vidéo est un autre enjeu qui est important. Donc nous, on essaye de faire se rencontrer des chercheurs avec des experts de l'industrie. Et le troisième volet, qui est le volet par lequel moi je suis arrivé dans cette activité-là, c'est la vulgarisation scientifique. Donc moi, il y a plein de choses qui sont faites en vulgarisation scientifique avec plein de médias différents, et je pense que le jeu vidéo est sous-utilisé à cette fin-là. Enfin, il est souvent utilisé de façon très très sérieuse. Donc il y a plein de serious games qui existent, qui ont une portée relative. Moi, je crois beaucoup dans mettre dans les mains du très grand nombre, de beaucoup de gens, des jeux dans lesquels il y ait de la science. Alors, elle sera un peu cachée pour que le jeu soit jouable, intéressant, je dirais même sexy, pour que les joueurs soient vraiment jouent à ces jeux-là comme ils jouent à d'autres jeux, même pourquoi pas un Candy Crush avec des particules. Pour familiariser le très grand public à des notions ou même à un vocabulaire scientifique. Donc là, par exemple, pendant le confinement, on s'est amusé à tweeter un jeu par jour qui nous paraissait des jeux intelligents. Alors, ils ne sont pas tous forcément très intelligents, mais il y en a. Il y a par exemple un jeu qui a fait un peu de bruit qui est sorti bien avant le coronavirus, évidemment, dans lequel tu joues un virus qui essaye d'éteindre l'espèce humaine. Donc voilà, jouer à ce jeu-là, c'est tout de suite prendre la conscience de l'exponentielle qu'on a vu dans les médias à propos de l'épidémie du coronavirus. Tu la vis, c'est-à-dire que ton virus au début fait 1 mort, 2 morts. Et puis au bout d'un moment, tu vois le truc exploser. Ce n'est qu'un exemple, mais il y en a plein d'autres. Donc voilà un peu les trois volets des activités qu'on a. Je voudrais revenir au second volet où tu dis finalement on a besoin d'experts dans le jeu vidéo, et pour reboucler avec cette nuit entière qui est consacrée au Big Bang et qui va jusqu'au Big Bang, est-ce que des experts en astrophysique, en chimie des atmosphères, en sismique, en sismique des étoiles, est-ce que ces gens-là viennent voir ou sont sollicités par les éditeurs de jeux vidéo quand ils créent des mondes? Oui et non. On peut un des exemples un petit peu, je veux dire tarte à la crème, c'est dans les jeux historiques. Souvent, il y a des historiens qui sont embarqués dans les jeux. Alors chez Ubisoft, c'est des Assassin's Creed ou des choses comme ça, mais dans d'autres, j'ai croisé des historiens sur des plateaux de création de jeux vidéo à plusieurs reprises. Donc ça, c'est clair. Et donc oui, par exemple, tu citais la météo. Oui, parce que la météo, on a envie que dans un jeu, les nuages qu'on voit passer au-dessus de nous soient relativement réalistes. Et alors, soit on fait appel à des artistes qui inventent un modèle 4D, parce qu'il faut que ça avance peut-être 2D si tu vois que d'en dessous, mais même si tu traverses les nuages, ça devient des modèles en 4D. La quatrième dimension étant le temps, ton nuage il passe au-dessus de toi. Mais est-ce que la meilleure façon, c'est de faire appel à un artiste qui dessine des nuages? Donc, il doit les dessiner
en incorporant la dimension temporelle. C'est des artistes numériques. Hein. Ou alors, est-ce que ça ne vaut pas mieux le coup de demander à quelqu'un qui connaît bien la physique des nuages de fournir un petit modèle qui permettrait de générer des tas de nuages différents. Donc sur des exemples comme ça, oui, ça arrive que dans les productions, on aille chercher des scientifiques, je dirais. Donc là, on est un peu dans le rendu historique, rendu de la météo. Sur les animaux, on peut imaginer plein de choses. C'est un premier aspect. L'autre aspect qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est de créer des jeux à partir de sciences qui sont, elles, pas forcément nécessaires au monde ouvert classique. Donc, je ne sais plus lesquelles tu citais, mais l'astrophysique, par exemple, quand tu te balades dans un monde ouvert, tu n'as pas beaucoup besoin d'astrophysique. Bon, même s'il y a des jeux ouverts spatiaux, il y a sans doute quelques notions, mais la vitesse de la lumière, par exemple. En général, on s'en affranchit pour les raisons que je disais tout à l'heure, mais il y a peut-être un truc à faire sur la vitesse de la lumière, un jeu dédié à cette question-là. Donc, j'aime bien aussi cette autre approche qui est de dire, bon, on va prendre j'ai certains étudiants qui font ça, qui ont fait ça comme projet là. On prend n'importe quelle science et puis on essaye de la disséquer un petit peu et de voir s'il y a ce qu'on appelle des gameplays, des situations de jeu intéressantes qu'on peut dériver de ces sciences-là. Et c'est d'autant plus intéressant que les sciences sont les moins intuitives possibles. Donc, on vient de mentionner la relativité restreinte, la vitesse de la lumière. Mais la mécanique quantique, c'est génial parce que là, on est dans une science qui est très peu intuitive. Il se passe des choses vraiment bizarres. Et ben voilà, est-ce qu'on peut inventer des jeux J'ai un collègue qui veut faire un pong quantique où en fait, on ne sait jamais vraiment bien où est la balle. Des fois, elle traverse la raquette par effet tunnel, mais on ne sait pas bien si elle est là ou là. Des choses comme ça, donc des idées d'inventer des situations de jeu inédites, en fait, parce qu'on utilise une science qui n'est pas la science de tous les jours, pas la science qu'on voit dans le monde courant, quoi. Donc, les deux approches existent. Peut-être la deuxième moins. Et sont toutes les deux, pour moi, super intéressantes. Tu mentionnes les exobiologistes. Bah oui, il y a des choses à faire sur les créatures extraterrestres ou des choses comme ça en lien avec des exobiologistes, par exemple. C'est un pur plaisir de discuter avec toi. J'espère qu'on se verra en vrai bientôt. Moi aussi. Merci de nous avoir accordé du temps, de ton temps de chercheur et de créateur. Merci encore, Raphaël. Merci à toi.